Merci Romain. Juste pour commencer les hostilités, je voulais te demander, parce que normalement là on doit assister à un débat bear contre bull. Ouais, Mais est-ce que tu te considères encore bullish? Ça c'est la première question. Et finalement, est-ce que ça va pas être une discussion de bear au carré? alors c'est ce que je suis en train de travailler avec mon psy en ce moment, savoir si je suis encore du côté bullish de la force ou pas. Je te laisse avec ça. Bonne chance. Olivier. Donc Monsieur de la Marche. Ça se voit? Ah, ça se voit. Tu veux qu'on reste debout pour se bagarrer? Comme tu veux. Alors, ça fait un moment qu'on discute là dehors sur ce qui est en train de se passer, sur ce qui se passe. Alors effectivement, pour ceux qui me suivent depuis un moment, je suis plutôt d'obédience bullish historiquement parlant. Et c'est vrai que depuis quelques temps, c'est un petit peu moins évident de l'être. Par contre, il faudra m'envoyer le chrono parce qu'il n'a pas bougé, si jamais. Et puis, donc du coup, la grande question, justement, c'était de savoir où on en est aujourd'hui, de quoi on peut parler et qu'est-ce qu'on pense, finalement. Et c'est vrai que, comme tu disais juste avant de monter sur scène, je ne suis pas bearish, je suis négatif sur l'économie. Et c'est vrai qu'en fait, finalement, là où on en est aujourd'hui, on a l'impression que le problème, il vient aussi de là. Et donc, on a abordé pas mal de sujets, donc on va aller un peu à bâton rompu. Qu'est-ce que tu trouves de bien dans l'économie aujourd'hui? De bien. Ah oui, on va chercher les côtés positifs aussi. Pas grand-chose. Non, je disais ça parce que, en fait, je pense qu'aujourd'hui, on pourrait tous être assez surpris de ce que les marchés font. On sait qu'on est en récession, on sait que on n'a plus accès dans une grande partie du monde à l'énergie. Depuis que le détroit d'Ormuz est fermé, on aurait pu se dire que ça allait avoir un impact sur les marchés. Vous savez qu'une récession, en général, c'est pricé à hauteur de 30% sur les cours. Ça, c'est une récession classique. Quand c'est une récession beaucoup plus forte, on peut descendre jusqu'à 40 ou 50%. Et donc là, on a eu quand même une succession de mauvaises nouvelles économiques qui ont été totalement absorbées. Elles ont été totalement absorbées, à mon avis, pour une bonne raison, c'est que les opérateurs de marché, les investisseurs aujourd'hui, sont absolument convaincus qu'ils ont les banques centrales derrière eux. C'est-à-dire que si jamais il y a un problème, eh bien, les banques centrales délivreront ce qu'il faut pour absorber le problème. Et donc, sur les marchés, vous continuez gentiment. Alors, vous avez un marché qui est assez emblématique de ça, c'est le marché japonais. Marché japonais, vous n'avez jamais eu un Nikkei aussi haut. Et il n'est jamais monté aussi vite. Même dans les années 90, quand tout allait encore bien au Japon, fin des années 80, eh bien, on n'est jamais monté aussi vite et aussi haut. Et donc, pourquoi ? Tout simplement parce que le marché se dit que ça sortira par la monnaie. C'est-à-dire qu'en fait, l'écroulement du Japon va se faire par la monnaie. Vous savez qu'ils ont une démographie épouvantable, ils ont une dette qui est stratosphérique, ils font 7 à 10% de déficit budgétaire par an, ils n'ont plus de croissance depuis des années et des années. Ils vont perdre à peu près 40 millions de Japonais sur les 15 prochaines années, ce qui est quand même pas négligeable sur un chiffre qui aujourd'hui est autour de 125 millions. Là, sur la dernière année, ils ont perdu 1 million de personnes. 1 million de personnes par an. Ça va très vite. Donc, comme vous savez que la croissance d'un pays aujourd'hui est chiffrée par rapport aux 2/3 par rapport à la consommation des ménages, et qu'il se trouve que quelqu'un qui a 75 ans consomme moins que quelqu'un qui en a 45. C'est comme ça. Il y a eu des études qui ont été faites dessus. Et donc, vous avez un potentiel de croissance au Japon qui est quasiment nul. Oui, merci, je me fais l'avocat du diable, parce que je suis aussi un peu là pour ça. Là, maintenant, on a le pétrole qui redescend violemment, grâce à Donald Trump qui a sauvé le monde.
On a vu aussi que l'économie japonaise avait été soutenue ces derniers temps par la Banque centrale, par le gouvernement qui a soutenu avec les aides justement la consommation pétrolière puisqu'ils n'avaient plus les moyens de payer, vu le prix du baril. Mais maintenant, ça va se calmer, donc ça devrait aller mieux. Donc ça va relancer la croissance. Oui, mais ce qui est fait, c'est-à-dire que ça va peser, ils ont été obligés de mettre des sous, ils vont continuer à être obligés de mettre des sous parce que de toute façon, tu n'as pas le choix si tu veux continuer à entretenir tout ça. Et je te rappelle qu'entre-temps, les taux sont passés à 3%, 3,5% même sur des taux longs. Donc, quand tu as une dette qui pèse à peu près entre 250 et 200, ça dépend comment on la calcule, entre 250 et 280% du PIB, eh bien, si tu as des taux à 3%, tu vois ce que ça fait, tu multiplies par 2,8, hein, donc ça fait quand même beaucoup d'argent à payer. Et donc, ils n'ont pas le choix, comme ils n'ont pas de croissance pour payer ça, eh bien, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font du déficit budgétaire tous les ans. Et donc, ta dette augmente mécaniquement. Donc, on sait que si elle est à 260 aujourd'hui, elle sera à 270 l'année prochaine, et puis ainsi de suite. Donc, ça veut dire que, pour moi, le pays est cuit, quoi. Alors, vous pouvez avoir les actions qui continuent à monter, mais en contrepartie, vous aurez une monnaie qui va continuer à s'effondrer. Vous êtes à 160, là, contre $1. Alors, en plus, la Banque centrale, parce qu'il faut savoir quand même que les banquiers centraux sont des gens fort intelligents, mais qui font des erreurs systématiques. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait quand on est allé tout d'un coup, en plus graphiquement, ça met une mauvaise tête. Donc, quand on est passé à 161 sur le dollar, il y a eu intervention de la Banque centrale. La Banque centrale a mis sur la table, dans la journée, 35 milliards de dollars. Pas rien. Bon. 35 milliards de dollars, premier jour. On passe de 161 à 156. 8 jours après, on était remonté à 158 et on commençait à aller vers 159. Deuxième intervention de la Banque centrale japonaise qui met 30 milliards sur la table cette fois-ci pour ramener le yen à 155. Aujourd'hui, on est au-dessus de 160. Ça ne sert à rien. C'est totalement inutile. Ça fait dépenser des sous pour rien. Et vous verrez qu'à un moment, forcément, parce qu'en plus, les traders sont joueurs sur le Forex, donc forcément, ils vont réattaquer le yen. Et là, vous verrez que malgré tout, la Banque du Japon ne pourra pas tenir et le yen s'écroulera. Et donc, vous aurez une poursuite, probablement, de la hausse sur le marché des actions, mais en revanche, avec une monnaie qui en vaudra de moins en moins. Vous pouvez très bien aujourd'hui retrouver le yen à 250 contre $1. Alors, le Japon, c'est foutu. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Je vais essayer de trouver des aspects positifs quand même au milieu de tout ça, parce qu'il y a des choses qui se passent bien. Alors, je sais que chaque fois que je vais essayer d'aborder un sujet positif, tu vas me démolir systématiquement. C'est possible. C'est l'idée, de toute façon. On a convenu que c'était clair et net, de toute façon, que la question, c'est pas comment ça va se terminer, on va tous mourir. Donc, la question, c'est de savoir comment et à quelle date. Donc, voilà, il y en a un qui sera peut-être un peu plus proche que l'autre, mais c'est l'idée de base. Ceci dit, il vaut mieux en économie une mort brutale qu'une agonie sans fin. C'est pas faux, mais alors, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a quand même... En tout cas, on nous vend quand même qu'il y a certains pays qui ont de la croissance, comme les États-Unis. Tu vas adorer le sujet. La croissance est fournie aujourd'hui par l'intelligence artificielle, les Magnificent... Plus les Magnificent Seven, ils sont plusieurs maintenant. Il y a les Mangos aussi. J'ai vu ce matin, ils s'appellent les Mangos. Donc, ils ont sorti des nouvelles acronymes où dedans, ils ont inclus OpenAI et Anthropic et SpaceX dedans. D'accord. Donc, il faut le savoir. Il y a déjà des ETF qui sont prêts. Donc là, ils vont sortir des ETF où dedans, il y aura des titres qui ne sont pas encore cotés en bourse.
Mais bon, la croissance, elle est là. Il y a quand même une croissance qui est affichée. Alors, elle n'est pas terrible sur le marché américain, enfin sur les États-Unis, mais quid de la suite? Parce que là, il y a quand même des choses qui ont l'air d'aller bien quand on voit ce qu'on nous présente, en tout cas sur le papier emballé, même s'il y a de l'inflation. Les États-Unis, c'est pas le pire. Aujourd'hui, en termes de croissance, en termes de technologie, c'est loin d'être les pires. Vous avez l'Europe qui est sortie du jeu totalement, grâce à ceux qui sont pas très loin d'ici, là, à côté. Vous avez l'Europe qui est sortie du jeu, parce que en Europe, je rappelle que malheureusement, enfin, quand je dis Europe, c'est l'Union européenne, hein, qu'on ne me fasse pas de procès. L'Union européenne est foutue. Pourquoi elle est foutue? Tout simplement parce qu'on a une bande d'incapables qui dirige l'Union européenne. Et puis surtout que je rappelle que malheureusement, nous n'avons pas de matières premières. Et que, pas de bol, on s'est fâché avec tous nos fournisseurs. Donc, ce qui n'est pas très malin. Bon. Et donc aujourd'hui, on essaie de vous vendre que la Russie va envahir la France dans peu de temps et qu'ils sont sur le périphérique, hein, à Paris. Mais en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que ils n'ont absolument pas à le faire. Il y a un truc beaucoup plus simple, hein, s'ils veulent, c'est de pas envoyer les chars sur le périphérique à Paris, c'est juste d'appuyer sur l'interrupteur. C'est-à-dire qu'ils ne nous fournissent plus de matières premières et nous sommes morts économiquement. Il faut savoir que 60% de notre diesel vient des Russes. S'il n'y a plus de diesel, il n'y a plus de camions. S'il n'y a plus de camions, il n'y a plus d'économie. C'est facile, hein. Donc, je ne suis pas très chaud sur l'Union européenne. En revanche, oui, les États-Unis, d'abord, je vous rappelle qu'ils ont fait un très joli coup, là, parce que l'air de rien, ils ont multiplié par 2 leurs exportations de pétrole, ce qui est sympa, hein, tous les mois, ça fait quand même quelques mois que ça dure, et à un prix de pétrole qui était... Tu peux développer ce sujet-là, parce qu'on en a parlé avant. C'est assez intéressant, parce que c'est quelque chose qu'on n'aborde pas vraiment dans ce qu'on voit aujourd'hui. Je pense que c'est important de le comprendre. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que on regarde tous, parce que c'est ce qu'on a comme information, on regarde tous nos écrans et on voit le prix du Brent et le prix du WTI. Bon. Sauf que ça va encore si vous prenez du pétrole de la mer du Nord pour l'amener à Rotterdam. Pas de problème, ça passe pas par le détroit d'Ormuz, donc vous avez un prix qui est un prix qui est peu différent du prix affiché, du prix du pétrole, du prix du baril. En revanche, vous êtes chinois. Avant, vous serviez en Iran. Et là, il faut faire venir, par exemple, du Brésil. Et quand vous affrétez un bateau, le bateau qui valait, avant l'opération iranienne, qui valait 7 millions de dollars à affréter, pour une route entre le Brésil et la Chine, enfin, pas aujourd'hui, parce que ça a redescendu un tout petit peu, mais il y a encore 3 semaines, on était à 27 millions de dollars au lieu de 7 millions de dollars. Donc évidemment, ça, vous ne l'avez pas dans le cours du pétrole. Et on a dit, d'ailleurs, c'était assez intéressant de voir que le pétrole, finalement, il a atteint une fois 120, mais enfin, bon, il se trimballait plutôt légèrement au-dessus de 100, entre 100 et 110, hein, mais n'allait jamais vraiment beaucoup plus haut. Mais en fait, c'est pas ça que payaient les gens. Les Japonais, les Chinois, ils payaient pas ça du tout. Ils payaient 160, 200 dollars amenés chez eux. Donc là, on n'est plus du tout sur les mêmes cours. Et je peux vous dire que quand vous êtes un gros consommateur d'énergie,
payer 100 et payer 200, c'est pas la même. Hein. Donc voilà, donc on a eu notamment des pays comme le Japon et la Chine qui, là, ont payé très cher leur énergie et puis tout ce qui est dérivé du pétrole, parce qu'on parle beaucoup du pétrole, mais le plastique, c'est pareil, les engrais, c'était pareil, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui ont depuis un bon moment, été contrariées et ont sérieusement augmenté. Et ça a un effet qui, moi, m'amuse beaucoup en ce moment, c'est qu'on voit que les banques centrales montent les taux. Parce que figurez-vous que si vous montez les taux, ça va faire rebaisser le prix du pétrole. Curieux comme... non ? Donc, Madame Lagourde nous a dit « Je monte les taux parce que je voudrais faire baisser les prix du pétrole ». Bah, écoute, le problème, c'est que on a une dette qui est largement au-dessus de 100%, et que quand tu montes les taux, tu vas juste freiner l'immobilier, la consommation, etc. Mais en fait, tu vas rien faire sur les prix du pétrole, parce que sur les prix du pétrole, il faut juste débloquer Hormuz. Voilà, et relancer la production. Alors, rassurez-vous, le pétrole ne va pas baisser tout de suite, hein, parce qu'en plus, il faut reconstituer les stocks. En plus, il faut relancer la machine, parce que, en fait, le jeu de Trump n'était pas du tout d'amener des militaires au sol, etc. Il n'en avait pas besoin. Ce qu'il avait besoin, c'est de temps. Pourquoi il avait besoin de temps ? Parce qu'en fait, figurez-vous qu'un puits de pétrole, ce n'est pas une baignoire. Donc, vous n'avez pas la main sur le robinet, vous ne pouvez pas régler le débit comme dans votre baignoire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un puits de pétrole, quand vous avez atteint les capacités de stockage, qui étaient à peu près autour de 100 millions de barils pour l'Iran, eh bien, vous devez fermer les puits. Et quand vous fermez un puits, bah, vous ne le rouvrez pas comme ça. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des capacités qui sont durablement oblitérées pour un bon moment. Alors, ce qui est quand même rigolo dans tout ça, c'est que si on regarde le comportement du marché aujourd'hui, Trump a annoncé son miracle pour le plan de paix qui... Alors là, en étant très optimiste, il est quand même vachement tiré par les cheveux. Ils n'ont pas l'air vraiment d'accord et on n'a pas l'impression qu'ils vont signer le même document vendredi au fin fond du cul de la Suisse. Le pétrole est redescendu à 72, 3, 4, enfin peu importe par là autour. On est revenu plus ou moins à 10 $ du prix qu'on avait au début de la guerre. Mais aujourd'hui, on a l'impression que les gens, enfin le marché en tout cas, lui, il est en train de revenir à une situation où on se dit c'est bon, c'est réglé, problème solved, c'est fini. Oui, mais c'est toujours la même chose sur les marchés. Tu n'as pas d'anticipation, tu as des réactions à des chiffres, tu as des réactions à des nouvelles. Tu n'as plus d'anticipation depuis des lustres. Donc, tu as des réactions à des nouvelles. Aujourd'hui, on disait au marché il y a 15 jours qu'on allait tous mourir. Et aujourd'hui, on leur dit, non, on va signer bientôt, là, dans une semaine, on va signer un accord pour que vous ne mouriez pas tous. Donc, évidemment, les marchés, ils pricent ça. Donc après, tu sais, tu retrouveras le pétrole à 100 $ comme un rien, parce que vendredi, au lieu de signer, il y a un missile qui part et c'est bon. Enfin, tu vois, donc c'est pas du tout... faut pas le demander à des marchés d'avoir une boule de cristal et de savoir ce qui va se passer. Non, mais il y a quand même une logique qui moi, m'échappe. C'est dans le sens où aujourd'hui, je comprends qu'il réagit, mais... Aujourd'hui, on nous dit, les spécialistes pétrole disent clairement et simplement que là, on va pas revenir à la situation du 25 février. Ça n'arrivera pas tout de suite. En tout cas, il faudra en tout cas une année, voire un peu plus. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que le sentiment qu'on nous vend aujourd'hui, c'est de dire, non, c'est bon, c'est réglé. Non, alors je pense que tu as un deuxième facteur qui met la pression sur les cours du pétrole, mais pas que sur les cours du pétrole, sur d'autres matières premières aussi,
qui est de dire attention, parce que ce qui vient de se passer a plongé l'économie mondiale dans une récession et qui va être dure. Et donc, qui dit récession dit baisse de la demande des matières premières. Et un trader, généralement, parce que ça, c'est un discours qu'on a depuis longtemps avec des spécialistes du pétrole, etc. Et à chaque fois, on n'est pas d'accord parce que le spécialiste du pétrole va vous dire oui, mais OK, il va y avoir une baisse de la demande s'il y a une récession, mais d'un autre côté, il y a une contrainte sur l'offre. Et la contrainte sur l'offre, faudrait la pricer. Eh bien, en fait, les marchés jamais ne la pricent. C'est-à-dire que dès que tu leur prononces le mot de récession, le marché, il dit récession, baisse de demande, on vend. Et donc, tu as probablement, dans la baisse actuelle du pétrole, malgré, je te dis, ce que te disent les spécialistes sur la reconstitution des stocks, etc., qui va être longue, qui va faire que tu vas avoir un prix qui sera durablement haut, eh bien, le marché, lui, ce qu'il voit, c'est qu'il se dit, oula, la récession qui arrive va être très, très forte, et si la récession qui arrive va être très forte, eh bien, à ce moment-là, il y aura une baisse de la demande. Non. OK. Alors, maintenant, si on va un peu plus loin, on a compris, il n'y a pas grand-chose qui va bien. Il y a des choses qui toi, te disent, là, quand même, il y a des signes qui sont un peu encourageants. Je vais essayer de retourner le chose. Sûr. Non, parce que d'un autre côté, c'est vrai qu'on a ce discours qui est extrêmement négatif, et moi je me rends compte en ce moment qu'effectivement, moi j'ai tendance à être très négatif aussi sur ce qui est en train de se passer en général. J'ai l'impression qu'on se fout pas mal de nous sur certains chiffres économiques. J'ai l'impression qu'on est dans un mood très extended sur les marchés financiers, et puis qu'on se pose même plus de questions, il n'y a même plus de relativité. Donc je me pose la question aujourd'hui, le Japon, tu as dit, c'est plié, les États-Unis, c'est compliqué. Les États-Unis, non, mais ils sont, je dirais, sur les opérations, là, sur les dernières opérations, ils sont gagnants. Alors que, contrairement à beaucoup d'économistes qui les voient morts, là, le dollar est mort, ça aussi c'est un truc assez amusant, c'est une petite rengaine qui revient tout le temps sur le dollar qui est soi-disant mort. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le papier, oui, on est tous d'accord. Sur le papier, il y a un mouvement, notamment des BRICS, notamment de la Chine, pour se dédollariser petit à petit. Mais quand vous interrogez les acteurs du commerce mondial et vous leur demandez en quoi vous êtes payés, les gars, ils vous répondent tous en dollars. En quoi veux-tu qu'on soit payé? En quoi veux-tu qu'on soit payé? On n'utilise pas l'euro, d'accord? On n'utilise pas, en fait, le yuan, sauf peut-être dans quelques petits communiqués, mais c'est du marketing, c'est pas autre chose. Pourquoi? Vous avez 2 yuan, vous savez ça. Vous avez un yuan qui sert en interne, dans la Chine, et puis vous avez un yuan qui est un clone de celui-là, mais qui n'est pas convertible, donc en fait qui vaut rien. Okay, donc si on vous paye en yuan, il faut que vous alliez le dépenser là-bas, en Chine. Ce qui n'arrive pas non plus. Et puis vous allez, sur les autres BRICS, vous allez vendre quelque chose au Venezuela et vous faire payer en bolivar. Bon. Donc ça veut dire que, au final, ils ne sont pas si mal que ça. Ils se sont fait là beaucoup d'argent sur cette histoire de pétrole. Et en fait, si vous voulez, moi je pense que cette opération, alors contrairement aussi à ce que beaucoup disent, cette opération en fait visait les Chinois, et pas du tout les Iraniens dont il se fout comme de sa première chemise, le père Trump, mais visait directement les Chinois. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a essayé plusieurs fois, Trump, parce qu'il a un vrai souci, qui sont les terres rares et les minéraux rares.
Il y a un vrai souci parce que la Chine a un quasi-monopole, c'est-à-dire 90% de la production de ces matières premières. Et les États-Unis ont un problème, c'est que pour tout ce qui est électronique, etc., vous avez des terres rares et des minéraux rares. Et qu'il n'en a pas. Et donc, c'était embêtant parce que dès qu'il voulait aller négocier avec Xi Jinping, eh bien, Xi Jinping le renvoyait dans ses buts en lui disant « Vous êtes gentil, mais si vous m'embêtez, je coupe. » Oui, mais là, attends, je t'arrête là parce que j'ai entendu Macron à la télé hier. Il a dit qu'ils avaient trouvé un accord avec le G7 pour les terres rares. Non, mais même les arguments comme ça marche pas alors. C'est les conneries que dit Macron. Il en débite tellement que. Donc, il fallait à tout prix qu'il en ait. À mon avis, en Alaska, quand il est allé voir Poutine, c'est ce qu'il lui a demandé. Pourquoi ? Parce que les Russes en ont beaucoup et qu'il se trouve que la partie ukrainienne contrôlée par les Russes en est aussi couverte. C'est principalement les réserves, c'est dans le Donbass et dans l'est du pays qui est sous contrôle russe. Et donc, je pense qu'il s'est fait envoyer bouler par Poutine et qu'il s'est retrouvé dans une situation à ce moment-là où il n'avait plus aucune carte en main pour aller négocier avec les Chinois. Et que c'est pour ça qu'il a d'abord mis la main sur le robinet vénézuélien, parce que le Venezuela était un des gros fournisseurs de la Chine, et ensuite qu'il est allé mettre la main sur le robinet iranien. Parce que, moi j'ai du mal à croire, si vous voulez, que ce soit pour que les femmes iraniennes puissent enlever leur voile. C'est pas, ça colle pas avec le personnage. C'est pas dans l'accord qu'ils vont signer. Non, je pense pas. Donc en fait, il y avait bien une raison, et là-dessus, je pense que il n'est pas si perdant qu'il y paraît. Donc le but, c'était de pouvoir négocier avec la Chine. Je pense, contrairement aussi à ce que beaucoup ont dit du voyage de Trump en Chine, que c'est des commerçants, les Chinois. Trump est un commerçant aussi. Et je pense qu'ils ont négocié. Je pense que le sort de Taïwan a été scellé à ce moment-là, parce que Trump a dû dire aux Chinois, vous pouvez y aller, je gueulerai pour le principe, mais ça n'ira pas plus loin que ça. Vous me laissez l'accès aux terres rares et aux minéraux rares, et moi je rouvre le robinet iranien. Je pense que ça s'est passé comme ça. Alors, je peux totalement me tromper. Je n'étais pas aux négociations, je n'y ai pas assisté, et donc je ne sais pas ce qui s'y est dit. Mais penser qu'on sait ce qui est dit, c'est-à-dire ce que font la plupart des économistes, me paraît dangereux. Voilà. Donc, alors, autre chose aussi, où je ne vais pas être dans l'opinion du moment, où on vous dit que tout va bien en Chine, c'est la petite maison dans la prairie, la vie est belle, croissance d'enfer, etc. Je ne sais pas si vous savez, mais la Chine est le pays le plus endetté au monde. Voilà. Plus endetté au monde, vous avez alors tout un système. D'abord, officiellement, ils sont endettés à 100% en termes de dette d'État. Et en plus, vous avez les collectivités locales qui passent par des véhicules qui font que ce n'est pas compté dans la dette officielle, qui représente à peu près 50% du PIB, avec beaucoup de dettes pourries. Et aujourd'hui, on est à 285% de dettes hors établissement financier, de dettes en Chine, c'est-à-dire plus haut que les États-Unis, plus haut que l'Europe, plus haut que le Japon, plus haut que, etc. Donc, ne croyez pas que ça aille aussi bien. Vous avez un énorme problème, comme au Japon, vous avez un énorme problème démographique en Chine, qui fait que la croissance de la demande interne est très, très, très faible. Et en plus, ils ont absolument
rien prévu au niveau vieillissement de la population. Et donc, ça va être assez compliqué pour les Chinois. Donc, il ne faut pas croire que tout va bien en Chine et que la croissance est là et qu'il n'y a pas de problème. Mais alors, tu disais tout à l'heure que les gens avaient tendance à se raccrocher aux contes de fées, comme quoi les banques centrales étaient nos amis et qu'elles seront toujours là pour nous soutenir. Mais en fait, si j'écoute ce que tu me dis, c'est que là, on va arriver dans un moment clé où la dette sera insupportable pour les Japonais, pour les Chinois. Les Américains, ils passent les 40 000 milliards au mois d'août. Les Européens, c'est dilué dans la masse, mais ça ne va pas forcément beaucoup mieux. Les taux sont super élevés. Qu'est-ce que potentiellement ces banques centrales, qui sont nos amis, n'oublions pas... les banques centrales sont nos amis, c'est-à-dire les banques centrales jusqu'à... en 2008, on l'a vu, en 2009, on l'a vu, après, dans les années suivantes, on l'a vu, au moment du Covid, on l'a vu. Les banques centrales délivrent à chaque fois. Donc, si tu veux, les marchés se disent, les banques centrales seront là. Il n'y a papa avec un gros chéquier si jamais ça se passe mal. Bon. Le problème, c'est que là, on arrive à des moments où ça devient compliqué à gérer et où, je te dis, le mouvement de la Banque centrale en Europe, au Japon, qui se disent que c'est une bonne idée de monter les taux pour faire rebaisser les prix du pétrole, j'ai quand même du mal. Vous savez, je ne sais pas si... alors, je ne suis pas sûr que Mme Lagarde connaisse bien la définition de l'inflation. L'inflation, je vous rappelle qu'elle a été prof d'anglais, juriste. Donc, l'inflation, c'est quoi? C'est le décalage dans l'adaptation de l'offre par rapport à la demande. C'est ça, l'inflation. La définition de l'inflation, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous avez tout d'un coup une augmentation brutale et forte de la demande, eh bien, il faut un temps d'adaptation, parce qu'une usine, ça ne s'ouvre pas comme ça, etc. Il faut un temps d'adaptation pour y répondre. Et ce temps d'adaptation s'appelle l'inflation. Donc là, on a bien compris qu'on n'est pas dans une inflation par la demande. On est dans une inflation, on est dans une hausse de prix à un moment donné pour des questions géopolitiques. Ça n'a rien à voir. D'accord ? Demain, en effet, la guerre s'arrête. Alors bon, je ne vous parle pas de la reconstitution des stocks, etc., mais la guerre s'arrête, le prix du pétrole redescend. Ce n'est pas de monter les taux de 0,25 points qui vont les faire redescendre. Donc c'est totalement idiot comme mouvement. Ça ne correspond à rien. Donc là, en effet, je pense que les marchés devraient peut-être revoir un peu leur position parce que je ne suis pas sûr que dans l'état actuel des choses, les banques centrales soient vraiment leurs amis. Mais quel serait le scénario catastrophe aujourd'hui qui finalement... T'as déjà bien ébauché la catastrophe, mais qui pourrait effectivement pousser... parce que là, c'est de l'interventionnisme à deux balles, les 25 points de base, les 25 points de base au Japon, on voit que de toute façon, les marchés s'en foutent complètement, ils ont complètement intégré, ils le savent largement à l'avance. Mais qu'est-ce qui serait vraiment un événement, je ne sais pas, exogène, qu'on n'a pas vu venir, qui ferait que tout d'un coup, on aurait de nouveau une intervention un peu plus massive que ce qu'elles nous ont montré ces dernières années? Parce que là, elles sont plutôt calmes depuis 4-5 ans. Oui, elles sont plutôt calmes depuis 4-5 ans, mais elles sont quand même toujours là pour fournir des liquidités. Alors, on pourrait avoir un mouvement parce que le pétrole ne redescend pas, il se tend parce qu'il y a des reconstitutions de stocks, etc. Et qu'à ce moment-là, le pétrole retourne à 100 et que les banques centrales fassent un mouvement totalement idiot de continuer à monter les taux. Or, tu ne peux pas continuer à monter les taux dans des économies qui sont déjà atones, complètement, avec en plus de ça des niveaux de dette qu'on n'a jamais connus. Parce que les gens vous disent, oui, mais c'est déjà arrivé qu'on monte les taux. Oui, d'accord, mais
pas avec des dettes à ce niveau-là. Là, c'est monstrueux. Donc, vous montez les taux aujourd'hui, vous continuez avec ce qui se passe, par exemple, en France. Hein. On est quasiment à 4. On va être obligé, cette année, entre le roulement de la dette qui arrive à échéance, plus la nouvelle dette, parce que vous avez un déficit budgétaire énorme, vous allez vous retrouver avec des pas loin de 100 milliards d'intérêts à payer. Ouais, mais Bruno Le Maire, il a dit que s'il revenait, ça irait mieux après. Oui. Non, mes arguments, ils n'impactent pas du tout. Je ne sais pas si quelqu'un ici a des enfants qui prennent des cours avec Bruno Le Maire, mais moi, je refuserais de payer, hein, franchement. Non, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 100 milliards. Donc, vous continuez à monter les taux dans ces cas-là. Mais alors, tant que... Enfin, moi, j'ai pas de souci à ce qu'on ait de la dette. Mais si on a de la dette et qu'on peut mettre de la croissance en face, mais la croissance en France, c'est quoi? C'est 0. Alors maintenant, si on parle un peu d'optimisme, je sais que c'est pas facile, mais qu'est-ce que ce serait la solution aujourd'hui pour que les choses soient un peu moins dark que ce qu'on vient d'aligner sur la table là maintenant? Ok, d'accord. Voilà, ça c'est fait. Non, mais tu peux pas demander une solution alors. Ah non, mais une ébauche de solution. Alors que tous les gens qui t'ont mis là où on est sont en place. Mmh. Et oui, mais ça fait partie de la solution. n'ont pas du tout l'intention de partir. Je parle du Premier ministre anglais. Par exemple, on n'a pas l'impression qu'il ait envie de partir. Pourtant, il s'est quand même pris une sacrée claque aux élections. Mais, donc voilà, tu ne peux pas demander à des gens qui fonctionnent de cette façon-là depuis 40 ans de retourner leur veste comme ça du jour au lendemain et d'avoir des solutions. Tu le vois sur plein de sujets différents. La retraite, je vais en fâcher quelques-uns peut-être, mais bon. La retraite, ça fait 20 ans qu'on fait des réformes de retraite. On repousse l'âge de départ à la retraite, on diminue les pensions, on augmente les cotisations. Je vous annonce que dans 2 ans, on va recommencer. Pourquoi? Parce qu'on a fait ce système de retraite par répartition en France à un moment où on avait 6,5-7% de croissance par an, il n'y avait pas de chômage, il y avait une démographie qui était bonne, largement au-dessus des 2,10 du renouvellement des générations. Pas de dette, de la croissance. Aujourd'hui, on a 0% de croissance, on a un pays qui vieillit au grand galop, une démographie épouvantable, une dette énorme, et on vous dit, non, ça va passer en changeant la date de départ à la retraite. Mais non, en fait. Pourquoi? Parce que si vous faites les calculs, on vous a dit jusqu'à maintenant qu'il y avait 1,7 de taux de dépendance. Le taux de dépendance, c'est le nombre d'actifs par rapport au nombre de retraités et d'inactifs. Donc vous avez 1,7 personnes actives pour 1 dépendant. En fait, c'est un faux calcul. Pourquoi? Parce qu'ils font ça sur la classe d'âge. Mais ils ne tiennent pas compte ni des chômeurs, ni des gens qui ne cotisent pas, qui sont au RSA, etc. Si vous ajoutez tous ces gens-là, qui ne cotisent donc pas, eh bien vous n'êtes plus à un ratio de dépendance d'1,7, vous êtes à un ratio de dépendance de 1,3. Et ça dégringole
très rapidement. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez assez vite, dans les 2 ans qui viennent, vous allez passer en dessous de 1. Quand chaque actif aura un dépendant, comment vous équilibrez votre petite fonction? Vous n'y arrivez pas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit on repart d'une page blanche et on refait un système complet, en mêlant peut-être un peu de répartition, un peu de capitalisation, etc. Je ne suis pas spécialiste de ça, c'est pas bon, j'ai pas bossé dessus, mais ce que je veux dire, c'est que si vous essayez d'équilibrer une équation qui est c'est infaisable, vous ne pouvez pas l'équilibrer. Au lieu de repartir sur une page blanche, une nouvelle équation, et que là, vous pouvez enfin régler le problème, sauf que vous avez des gens qui fonctionnent depuis 40 ans et qui sont incapables de repartir de zéro. Donc, et tous les trucs sont comme ça. C'est pas, là, je vous ai parlé de la retraite, mais vous pouvez faire ça, l'étendre à absolument tout. Donc, vous avez des gens qui sont bloqués dans un système de pensée. Et si jamais vous ne mettez pas ce système de pensée à la poubelle pour penser autrement, bah, c'est fini. Mais si toi, on te donnait les moyens aujourd'hui de faire un... Non. Ça ne serait pas sympa. Non, mais d'accord, mais de toute façon, c'est pas sympa ce que tu es en train de dire. Donc, on peut alors, imaginer. c'est réaliste pour la bonne et simple raison que là aussi, il y a un système qui a été mis en France qui fait que ils ont rendu une grande partie de la population dépendante de l'État, pour plein de raisons différentes. Donc, vous avez ceux auxquels on pense évidemment, le fonctionnaire qui est payé par l'État. Ensuite, vous avez les chômeurs, vous avez les gens qui touchent des cotisations et autres, enfin des prestations et autres. Mais vous avez aussi une grande partie du privé. Pourquoi? Parce que vous avez, je vous donne un seul exemple, les techniciens qui passent faire l'expertise de votre maison pour savoir si vous avez une bonne cotation énergétique ou pas, etc. Ça, c'est des normes qui ont été mises en place par l'État, et donc vous faites votre boîte privée qui répond à cette demande de l'État. Qu'est-ce qui se passe? Vous dépendez de l'État. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même inconsciemment, quand vous allez mettre un bulletin dans l'urne, vous n'allez pas mettre un bulletin dans l'urne pour le gars qui va vous dire « moi, je vais renverser la table et tout casser ». Vous allez mettre un bulletin dans l'urne pour que ça continue. Et donc... vous continuez le système, et vous continuerez le système en 2027 et compagnie, parce que personne n'a envie de se prendre de baffe. Ok. C'est vrai, non, mais c'est juste, c'est ce qu'on ressent absolument partout. Enfin, j'ai le sentiment, c'est ce qui revient régulièrement. Ça, c'est clair. Maintenant, on va faire il nous reste 2 minutes 30. Donc, en gros, aujourd'hui, si on parle uniquement marché-action, parce que c'est un truc qui revient régulièrement, tout est super haut, tout est super surévalué, on est tous d'accord. Enfin, en tout cas, moi, je suis d'accord avec moi, en tout cas. Il y a des choses qui sont un peu qui bug quelque part. Il y a énormément de manipulation. On a discuté avant, on a l'impression quand même qu'on est dans une situation où ça devient compliqué. Oui, mais ça devient compliqué. On aurait pu avoir la même remarque il y a 6 mois. Oui, absolument. Et on pourra peut-être encore avoir la même remarque dans 6 mois. Moi, je ne sais pas quand on va retomber sur Terre. J'en ai aucune idée. Mais alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a pas que le marché action. Enfin, il y a plein de trucs à faire qui ne sont pas le marché action et sur lequel on peut gagner beaucoup d'argent. Donc, il faut arrêter de penser. Alors, là aussi, souvent, les gens pensent que, c'est assez curieux d'ailleurs, mais les banquiers centraux, les marchés, les investisseurs, ils pensent que c'est la queue qui remue le chien et pas le chien qui remue la queue. Alors moi, je peux vous dire,
j'ai eu des chiens, c'est quand même le chien qui remue la queue. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se disent, si les marchés montent, c'est que l'économie va bien. Non. Non. C'est deux choses qui sont totalement différentes. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez investir, vous pouvez gagner beaucoup d'argent sur autre chose que le CAC 40. Il n'y a pas que le CAC 40 dans la vie, il n'y a pas que le S&P dans la vie, il n'y a pas que le Nasdaq dans la vie. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut faire de l'argent. On peut faire de l'argent sur les marchés obligataires, on peut faire de l'argent sur le marché d'échange, on peut faire de l'argent sur les matières premières, sur les métaux précieux. Il y a plein de choses qui sont intéressantes, qui sont sûrement beaucoup plus lisibles que certains marchés actions, en tout cas, et beaucoup plus prévisibles que certains marchés actions. Donc, faites-vous plaisir, mais sur autre chose que les marchés actions, quoi. Comme moi, je suis négatif sur l'économie, il y a plein de gens qui pensent que je suis short sur le CAC 40 depuis 15 ans. Si j'étais short sur le CAC 40 depuis 15 ans, je serais ruiné depuis longtemps. Donc, et c'est pas le cas. Donc voilà, il y a plein de choses sur lesquelles vous pouvez gagner de l'argent sans être sur les marchés actions. En revanche, que je pense le meilleur conseil qu'on puisse vous donner, c'est surtout en ce moment, si vous êtes sur les marchés actions, réduisez vos leviers. Voilà. Sur ces bonnes paroles, on n'a pas fait le tour parce qu'on pourrait en discuter. On a commencé il y a 2 heures avant déjà, donc voilà, on pourrait continuer encore 2 heures. Il nous reste 5 minutes s'il y a des questions. La BNS. La BNS, elle fait des bêtises tous les jours. La BNS, elle essaie désespérément de contrôler la hausse du franc suisse parce que elle a l'impression qu'il faut absolument faire baisser le franc suisse. Alors, 2 choses. D'abord, c'est quelque chose qui ne peut pas, sur le long terme, exister. Je vous rappelle ce qu'elle avait fait il y a quelques années et qui avait sauté. Et donc, ça ne marche pas. Et puis, deuxième chose, ça ne sert strictement à rien. Parce que quand vous regardez les chiffres, j'aime bien aller regarder les chiffres, quand vous regardez les chiffres du commerce extérieur suisse, alors vous voyez que si vraiment il y a une forte hausse très rapide, vous avez une période d'adaptation qui fait que pendant un moment, l'excédent extérieur est quand même un peu perturbé. Mais ça repart. Et en fait, vous vous apercevez que vous n'avez jamais eu autant de croissance et autant d'activité à l'extérieur qu'avec un franc suisse à 1,09. Donc, ça ne sert pas, c'est inutile, c'est coûteux et ça n'a aucun intérêt. Mais comme ce que font beaucoup de banques centrales, c'est idiot, c'est ce que je vous disais sur le Japon tout à l'heure, qui met quand même 65 milliards de dollars sur la table pour essayer de contrôler son yen, ça ne sert à rien. Voilà. De toute façon, le franc suisse, il continuera à monter. Pourquoi? Et même s'ils mettent les taux en négatif, ça continuera à monter. C'est un coffre. Vous le payez, votre coffre, c'est normal. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas d'histoire là-dessus. En plus, tout dépend des modèles économiques. La Suisse, comme il y a des années, l'Allemagne était connue pour vendre des produits d'exception et des produits très bons, bien faits, etc. Eh bien, ça, vous pouvez le payer cher. Je vais être
un peu brutal, mais quand vous vendez de la merde, il vaut mieux la vendre pas cher. C'est mieux. Bon. Ou alors vous êtes un exceptionnel commercial, mais sinon, il vaut mieux avoir une monnaie faible. Quand vous vendez des produits qui sont à haute valeur ajoutée, vous pouvez vous permettre de les vendre cher. Et donc, le modèle, que je sache, de la Suisse n'est pas de vendre de la merde. Donc, voilà. Ok. Ben, écoutez, merci Olivier, en tout cas, de nous avoir rassurés sur l'avenir de la planète. On se sent beaucoup mieux. Moi, j'étais pas méga convaincu avant, donc ça va encore pire maintenant, donc ça, c'est une certitude. On va enchaîner avec la prochaine présentation. Je te remercie d'être venu de Genève. Et on se revoit bientôt, de toute façon. Merci beaucoup. Bientôt. Merci à vous. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.